Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Vous savez que certaines personnes, vous avez peut-être entendu parler de l'ex-milliardaire Brian Johnson. Ex-milliardaire, c'est parce qu'il l'est plus. Ouais, ben il est de moins en moins. Il est de moins en moins parce que... Non, mais il vire fou, là. C'est un gars sur Internet qu'on voit là, faire toutes sortes de... T'as vu le documentaire sur... Moi, je le suis sur Twitter, là, sur X, là. Il fait toutes sortes de protocoles pour essayer de s'ajeunir. Il consomme un paquet de substances chimiques. Il sort pas au soleil. Il mange pas de sel. Sa peau est comme... complètement laiteuse, là. Moi aussi, j'ai vu le documentaire, Isabelle. Oui. Ça m'a traumatisée. Ben, c'est le fameux projet Blueprint. C'est un Américain, puis ça a l'air qu'il dépense 2 millions de dollars par année, minimalement, juste pour surveiller chaque battement de son cœur. Il sculpte son corps, il fait toutes sortes de trucs. Il va même allonger, semble-t-il, la durée de ses érections nocturnes pour les gars que ça pourrait intéresser. Il paraît qu'on peut avoir un impact là-dessus. Il s'injecte du sang plus jeune que le sien. Exact. Du plasma avec son fils, qui est beaucoup plus jeune. Ça m'a beaucoup perturbé quand j'ai vu ça. Ça m'a beaucoup perturbé. Prendre le sang de son fils pour vieillir mieux. Ça Et là, je vois la face de mon invité, Éric Simard, qui est docteur en biologie, spécialiste de la longévité, auteur de plusieurs best-sellers sur le sujet, dont son plus récent, Mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune plus longtemps. Ça nous a beaucoup intéressé, Éric, comme tous tes livres. Et là, mais tu connais Brian Johnson? Ah oui, écoute, j'ai été amené à plusieurs reprises, en fait, à commenter ses activités et puis même son protocole dans les médias. Isabelle. Et écoute, honnêtement, ça ne te surprendra pas que je te dise ça probablement, là, mais le gars fait beaucoup trop de choses, ça va de soi. Puis il y a même beaucoup de choses... Trop de choses en même temps, là, c'est ça, tu veux dire? Oui, puis il y a même beaucoup de choses qu'il a faites qui peuvent être carrément contre-productives, en fait. Puis quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, il est mal conseillé, mais à quel point il est mal conseillé? Tu sais, dans la vie, là, c'est pas nécessairement en essayant de tout faire que tu vas faire ce qu'il y a de mieux ou que tu vas optimiser. Fait que lui, il essaie de tout faire. Qu'est-ce que tu veux dire par tout faire? Ben, moi, donner un exemple. Tu as parlé tout à l'heure du transfert de plasma sanguin avec une personne plus jeune. Ben, écoute, actuellement, si on gardait, si une personne de 25 ans, admettons, gardait le même profil métabolique là, toute sa vie, OK, on le fiche dans cet état-là, puis on l'amène à vieillir, tout simplement, on l'amène à prolonger son existence, il va probablement mourir dans les environs de 60-70 ans, en fait, d'un cancer. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup de facteurs de croissance, en fait, dans le plafond. Et il faut absolument que ces facteurs de croissance-là baissent pour assurer une bonne longévité en santé. Sinon, tu vas mourir du cancer, en fait, parce que ça va augmenter terriblement tes risques de développer le cancer. Et c'est connu, hein? On a des humains qui gardent, en fait, des niveaux de GF1, entre autres, un des facteurs de croissance en question, plus élevés toute leur vie. Ils finissent par mourir de cancer. Je pense que c'est 8 fois plus élevé, en fait, le niveau d'incidence chez ces gens-là. Donc, c'est une mauvaise idée. Je veux dire, à l'instant même, il va se sentir bien parce qu'on lui a donné un gros boost d'hormones de croissance puis de facteurs de croissance. Il va se sentir bien, mais il vieillira pas bien. Fait que le domaine du vieillissement, faut comprendre, Isabelle, que c'est vraiment quelque chose de compliqué où il y a des choses qui doivent baisser. On ne peut pas rester stable, en fait. Hein. Ça n'a pas été prévu en tant que tel par le monde de la biologie. Mais le domaine a terriblement évolué au cours des dernières années. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la science, de la biologie, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Et d'ailleurs, si nos auditeurs ont des questions pour notre invité, Éric Simard, docteur en biologie, spécialiste de la longévité, n'hésitez pas à les poser. Écrivez-nous, appelez-nous 1-877-827-2346. Seriez-vous prêt à tout pour vieillir plus en santé, plus longtemps, pour ajouter des années à votre vie? Et si vous avez des questions pour un vrai expert qui va répondre à vos questions, mais écrivez-nous, appelez-nous. Puis tu sais, quand on dit prêt à tout, là, ça veut dire... Tu sais, il y a eu un sondage, d'ailleurs, tu fais référence sur un sondage léger où on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez qui sont les facteurs influençants d'un bon vieillissement ou d'une longévité. Puis les gens disaient l'exercice physique, la nourriture, ensuite la génétique de mémoire, là, c'était ça les 3 premiers. Le stress arrivait, je pense, 5e. Mais finalement, il y a plein d'autres raisons là, qui peuvent interférer avec le processus de vieillissement. Alors, quand on dit prêt à tout, ça ne veut pas dire forcément se shooter du plasma d'ado. Mais en fait, c'est pire que ça, Isabelle. C'est que à mon point de vue, le plus important arrivait à 2% en fait, des mentions par les gens, c'est la personnalité.
Je suis convaincu aujourd'hui que l'aspect le plus important pour réussir à bien vieillir est avant tout la personnalité, parce que les études nous montrent que les gens qui ont la personnalité typique des centenaires, c'est une espèce de package tout inclus. Ces gens-là, ils ont une grande capacité à améliorer l'ensemble de toutes les facettes de leurs saines habitudes de vie et ils vont vieillir beaucoup mieux. Puis avant tout, là-dedans, un des aspects, en fait, là, qui ressort tout le temps, c'est la qualité de la vie sociale. Ouais. Puis il y avait une étude de Harvard qui avait déjà démontré ils ont étudié des gens pendant 75 ans, ils ont tout documenté, les aspects de leur vie, tous les 2 ans, pour se rendre compte, en fait, que quand ils regardaient les données à reculons, là, à partir de l'âge de 50 ans, ils auraient été capables de prédire tous ceux-là qui allaient très bien vieillir, c'était tous les gens qui avaient une très grande qualité de la vie sociale. Et ils sont restés en santé plus longtemps. Ça veut dire qu'il faut sortir beaucoup? Non. Non, ça veut dire quoi? Non, c'est ça. Faut avoir des bons amis. Qu'est-ce que ça veut dire, une qualité de vie sociale? Un gros compte Twitter avec plein d'amis Facebook. Non, ça compte pas non plus. Un bon entourage, là, la famille, les amis, des gens qu'on voit. Là. Est-ce qu'on parle habituellement là, des gens avec qui on se dit les vraies choses? Avec qui on va aborder les sentiments? Si vous avez beaucoup de vie sociale, mais vous parlez jamais de vos sentiments, c'est pas de la vie sociale de qualité. Je pense que l'aspect principal qu'on peut retenir, c'est celui-là. Et ça se développe, puis ça vient avec le type de personnalité. Fait qu'on a les centenaires, en fait, ont tous ce genre de personnalité-là, peu importe de où ils viennent dans le monde. C'est vraiment capoté. C'est super intéressant. Tu veux dire, c'est des gens sociables, c'est des gens qui sont proches de leurs émotions? C'est quoi? Ils vont exprimer facilement leurs émotions sans les refouler. C'est des gens qui sont relativement ricaneurs, qui vont accorder beaucoup d'importance, justement, à la qualité de la vie sociale, en fait, puis au moment passé avec les gens. Ils vont être relativement consciencieux. Donc, il y a une excellente nouvelle là-dedans, en passant, Isabelle. Les chialeux vivent moins longtemps. Hein? C'est vrai? Ouais. On en connais-tu? Aucun. Moi, j'en connais aucun, Isabelle. Je connais pas de chialeux ici. Nous autres, on n'est pas chialeux, nous. Non. Nous, on sort cherche le méchant des solutions. pour être, justement, pour lâcher l'os. Nous, on est très vocaux de nos émotions. Fait qu'on devrait vivre centenaire, finalement. Ah, effectivement. Tu vois, Fred, je te rassure. Un bon positivisme. On essaye. En santé et centenaire. Il y a Eric qui demande pourquoi certaines personnes optent pour la thérapie TRT, c'est-à-dire c'est une grosse mode, là, c'est remplacer sa testostérone. Là. Il y en a qui font ça. On le voit aussi sur Internet beaucoup. Là. Est-ce que c'est une grosse mode? Est-ce que ça vaut la peine? C'est toute une question, en fait, tout ce qui entoure la gestion des hormones. Parce qu'il faut comprendre une chose, ce qui amène l'organisme à vieillir plus tard dans notre vie, c'est les mécanismes de croissance et de développement qu'on a eu plus tôt dans notre existence. Donc, tout ce qui a un impact sur nos mécanismes de croissance et de développement, dont, entre autres, la testostérone en est un. Imaginez-vous aujourd'hui que c'est possible, la petite différence qu'on a dans l'espérance de vie entre la femme et l'homme, là, c'est possible que ce soit à cause de la testostérone, parce que l'homme se développe une petite affaire plus rapidement. Et quand on regarde en biologie comparative, dans l'ensemble du monde vivant, on trouve des espèces où en fait, des compagnons, comme nous, mettons, là, qui se développent une petite affaire plus vite, il vit un petit peu moins longtemps. Parce que son développement est un petit peu plus rapide. Vous comprenez? Ouais. Fait que tout ce qui va impacter notre vitesse de développement, dont, entre autres, la consommation de glucides en est un, mais les hormones aussi. Fait que tant qu'à moi, de jouer sur les hormones, c'est bien risqué. À court terme, tu vas te sentir bien. C'est un peu le même principe, en fait, que ce qu'on parlait tout à l'heure avec le remplacement de plasma, en fait. Ben oui, finalement. Oui, c'est un peu le même principe. Donc, c'est très, très délicat, la question de jouer avec les hormones, parce qu'encore là, en vieillissant, que les taux d'hormones baissent, c'est une bonne chose. S'ils baissent trop, c'est pas bon. Non, c'est drôle que tu parles de ça, parce que tout de suite après, on reçoit l'homme fort, Hugo Girard, parce qu'il vient de sortir une série sur l'andropause. Et lui s'est fait diagnostiquer avec ce problème-là, que beaucoup de gars ne veulent même pas entendre parler, veulent pas en entendre parler, mais ils en parlent même pas eux-mêmes. Et Hugo va nous dire à quel point le fait d'avoir ce diagnostic d'andropause, ça a changé sa vie, mais il va dire... Tu sais, on va parler de beaucoup de choses. Alors, restez à l'écoute parce que tout à l'heure, Hugo, on va continuer finalement. Il y a comme un lien, tu sais. C'est un cas particulier, en fait, parce que lui, il n'en produit plus du tout. Mais il faut comprendre une chose aussi dans les hormones, c'est que... À cause de l'andropause, c'est ça que tu veux dire? C'est peut-être pas juste l'andropause, c'est peut-être aussi l'ensemble de toutes ces habitudes de vie qu'il y a eu par le passé, etc. Je ne veux pas nécessairement porter de jugement là-dessus, mais bon. Mais ceci dit, admettons qu'on regarde les gens de la population d'Okinawa qui battent des records au niveau de la quantité de centenaires au Japon qu'on va retrouver. Quand tu regardes chez ces gens-là, la quantité de DHEA, en fait, la DHEA est une espèce d'hormone chef d'orchestre qui sert à la production de l'ensemble de nos hormones. Fait que son niveau, finalement, de production nous donne une idée de si ton corps est dans une bonne capacité de produire tout l'ensemble des hormones qu'il a besoin. Okay? Si tu voulais, ça ressemble à ça. Quand on compare leur quantité de DHEA par rapport à la quantité nord-américaine, ils en ont beaucoup plus. Les gens de la population en produisent plus, y compris les femmes.
Ce que ça nous enseigne clairement, c'est que la quantité d'hormones qu'on produit dépend de nos habitudes de vie. Et quand tu vis mieux, tu améliores tes habitudes de vie, tu en produis plus automatiquement. Fait que pour bien répondre à la question de tantôt, moi, avant de rajouter de la testostérone, j'encouragerais là, tous nos hommes puis tous les gens, en fait, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent avoir à prendre de la testostérone en passant. Mais tous les gens qui ont besoin d'augmenter le niveau de testostérone à faire de l'exercice physique puis de la musculation augmente la production naturelle de testostérone. C'est ça qu'on devrait faire avant tout. Là. Au lieu de jouer au petit fin puis d'ajouter en fait des apports externes de quoi que ce soit. Là, mais le DHEA, c'est pas ça justement que certaines personnes, même au Québec, se shootaient là, pour justement retarder le vieillissement? Oui. Parce que dans l'idée, justement, qu'on essaierait de maintenir les niveaux d'une personne plus jeune, mais je vous ai dit tantôt que c'est une mauvaise idée. Là. Oui. Ben oui, en fait, et il y a même des gens dans le monde qui ont payé des prix de fou, en fait, pour aller se faire injecter du DHEA en Europe, en fait, à une certaine époque, etc. Puis je pense que ça se fait même encore aux États-Unis. Là. Mais oui, effectivement, c'est... Mais toi, tu ferais pas ça? Non, moi, je ferais pas ça. Okay. On va faire de la musculation, de l'exercice physique. Je vais faire tout ce que j'ai. On va y revenir à l'exercice, mais je voulais avant qu'on parle de la méduse immortelle et de la tortue des Galapagos, parce que ça m'a beaucoup intéressé. En fait, ce sont des organismes, parce que tu dis dans ton livre, il y a vraiment des organismes vivants qui ont une longévité exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, puis qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur la nôtre et sur nos propres fonctionnements de vieillissement, là. Oui, effectivement. Puis des fois... Fait que la fameuse méduse, on commence par la méduse. Des fois, on est capable, en fait, de s'inspirer. En fait, l'idée de la biologie comparative, c'est d'aller s'inspirer de ces organismes-là, en fait, pour trouver des solutions qui pourraient s'appliquer à l'humain. En fait, la méduse en question est très particulière parce que, bon, techniquement, on ne peut pas lui donner un âge parce qu'elle est capable de rajeunir pour revenir à la période de la reproduction. Et c'est vraiment fabuleux, mais ça nous rappelle en même temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des raisons au vieillissement d'un point de vue biologique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison. D'un point de vue biologique. On pourrait être immortel. Au vieillissement, on pourrait être... Comme la méduse. L'hydre, oui. Cette méduse-là, techniquement, est immortelle, mais il y a l'hydre aussi, qui est un organisme aquatique, là, qui est immortel. Puis le planaire. Le planaire, en fait, c'est je vous dirais, en très bon québécois, c'est le bout de la marde. C'est que tu le coupes en deux, puis il fait le morceau qui manque. C'est épatant. Comme certains lézards, savais-tu ça? Tu leur coupes la queue, ils repoussent. Ben, en fait, les pattes... Il y a des gars qui seraient jaloux. Moi, oui. T'es allé là, Isabelle. Ah, je vous le dis, il va neiger. C'est vrai. Je me souviens, à l'époque, je faisais des chroniques. C'est une vieille étude que j'avais trouvée. À l'époque, je faisais des chroniques La Belle Vie avec Pierre Bourgault. J'avais un toupette et des cheveux longs et des freckles. Et c'est une de mes premières chroniques où j'y avais dit, et il avait beaucoup ri. J'y avais dit, lui, très content de savoir qu'on pouvait se faire repousser la queue quand on la coupait, comme les lézards. C'était la fin de mon aparté. Mais tu vois, les lézards vivent très vieux. Donc, tu dis le planaire qui ressemble à quoi? C'est un verre microscopique. En fait, là, ça ressemble un peu d'une petite feuille transparente, si vous voulez, là, si vous voulez le verrier au microscope, mais on peut le couper en deux, puis il va refaire le morceau qui manque. On a même appris en biologie à l'orienter à faire le mauvais bout. Hein, ça fait qu'on peut se ramasser avec un planaire qui a deux têtes, si vous voulez. Oui. Pas de queue. Pas de derrière. Mm-hmm. On voudrait être Ariette. Est-ce qu'on veut être Ariette? Ariette est une tortue géante des Galapagos. Et c'est pas mal... On dit que c'est pas mal eux qui vivent le plus... Écoute, 150 ans, 175 ans, Ariette. Oui, les tortues, en fait, il y a des tortues, Est-ce qu'on veut être Ariette? Est-ce qu'elle était en santé, Ariette? Est-ce qu'elle était encore oui, en fait, ce qui est étonnant, puis c'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent, les gens, quand ils regardent le vieillissement, ils ont malheureusement la mauvaise idée de la personne qui vieillit dans des piètres conditions, en CHSLD, etc. Exact. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est que si on s'en occupe pas, on va finir en CHSLD dans des mauvaises conditions. On a deux choix, hein, Isabelle, c'est à peu près ça, puis il n'y a pas beaucoup de points milieu. C'est soit d'un côté, vous allez être vieux et malade plus longtemps, soit vous allez prendre soin de vos habitudes de vie, puis vous allez vivre plus longtemps, vous allez être malade beaucoup moins longtemps. Et toutes les statistiques sont très claires là-dessus. Tous les gens qui vieillissent mieux, finalement, profitent de la vie beaucoup plus longtemps, sont moins affectés des maladies associées au vieillissement, puis c'est vraiment énorme l'impact. Isabelle, j'ai une question de Benoît. Oui. Il se pose la question. Se garder dans la zone limite basse de son indice de masse corporelle semblait primordial pendant plusieurs années. Est-ce que c'est toujours vrai de limiter son indice de masse corporelle? Ah, c'est intéressant. Oui, bonne question, ça. Pour bien répondre à ça, il faut comprendre une chose, en fait, c'est que l'espèce humaine n'est pas faite. C'est clair, c'est sûr et certain, en fait, pour avoir un surpoids, pour plusieurs raisons. On estime, en fait, que les hommes des cavernes, puis là, il faut comprendre, que d'un point de vue biologique, les hommes des cavernes, c'est hier. Hein? C'est pas nos cousins, c'est nos frères, nos sœurs, etc. Ils devaient se déplacer... C'est hier, tu veux dire, parce que... à l'échelle de l'évolution, c'est hier. C'est ça. Okay? Ils devaient se déplacer en moyenne quelque chose comme 15 km par jour. Vous imaginez la chose? Vous essayerez ça demain, ouais.
aller marcher, vous promener, courir 15 km. Puis là, pour faire 15 km, il devait souvent être pressé, en fait, parce qu'il fallait qu'il ramène de la nourriture à la maison, il fallait qu'il transporte des choses. Il faisait pas ça pour le fun en petit jogging, là, avec ses espadrilles Nike, là, c'était pas ça. Donc, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, il devait pas manger tout le temps. Ça, c'est clair, c'est très clair aussi. Fait que c'était sûrement pas des humains en surpoids. Ça n'existait pas des humains en surpoids dans l'évolution humaine. Fait que pour bien comprendre, en fait, la question de l'indice de masse corporelle, hein, qui souvent, en passant, n'est pas très bonne. Là, parce que si tu regardes la mienne, mon indice de masse corporelle, je pèse à peu près 84 kilos, puis on me dit que j'étais à la bordure d'être obèse. C'est là d'un obèse, moi? Quoi, ça? Oui, c'est parce que ma masse musculaire est plus importante pour mon poids et ma grandeur. Donc, l'IMC, pour répondre à la question de notre auditeur... C'est un mauvais outil d'évaluation de l'état de santé, mais c'est vrai techniquement. Vous ne verrez pas, en fait, un centenaire obèse. Il n'y en a pas. De un. Hein, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Puis de deux, tu ne peux pas vieillir bien vieillir en mauvaise santé métabolique. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup parler dans notre en fait, société actuelle, parce qu'on a des études récentes qui évaluent qu'on avait... Bon, écoute, il y a une étude il y a 5-6 ans qui disait qu'on avait 87 % de la population qui est en mauvaise santé métabolique. Ils vont mal vieillir. Ils ont fait une réévaluation il y a 3 ou 4 ans. En fait, ils sont arrivés à... Non, c'est 93 %. Oh, c'est encore pire! Oui, qui sont sur une pente descendante, en fait, vers disons, leur santé métabolique est de moins en moins bonne. Fait que pour bien répondre à ta question, c'est vrai que habituellement, les gens qui vont vieillir, qui vont bien vieillir, ça va être des gens relativement slim en tant que tels, mais les données épidémiologiques nous disent que passé 65-70 ans, les gens qui ont un petit surpoids ont quand même une tendance à vivre plus longtemps que ceux qui n'ont pas de surpoids pantoute. Éric, il faut toujours bien passer l'hiver. D'avoir un petit bain mignon, ça peut nous aider, non? En fait, c'est toujours où est située la masse adipeuse en question. On est quand même fait pour être capable de transporter des réserves, mais il ne faut pas qu'elle soit à travers les organes. Non, c'est ça. Il y a du bon puis du... Il y a du bon, du mauvais gras. Ouais. Voilà. On a des auditeurs qui vont intervenir. On va les écouter tout de suite après la pause. On a des commentaires, bien sûr, et nos numéros de téléphone, Fred, pour participer à ces discussions. Si vous avez des questions pour notre invité, l'expert en longévité, Éric Simard, n'hésitez pas. Continuez de nous écrire. On va en poser le plus possible. On en a beaucoup, mais envoyez-en d'autres. 1-877-827-2346, 187-CUBE-RADIO.